Chapitre 32. Le prix de la victoire. 7 juin, 16 juillet 2005. Harry se matérialisa à la place qui lui avait été allouée face à la porte de la grange. Il avait remarqué qu'on lui avait attribué une situation en première ligne, sans doute du fait de ses exploits passés. Il résolut de ne pas en parler à Ginny, considérant qu'elle était assez inquiète comme cela. Quand sa gourmette le lui indiqua, il lança avec ses collègues le sort anti-transplanage prévu. Cette fois, les bandits ne s'enfuiraient pas par la cheminée. Malgré l'absence de conduit, ils avaient fait vérifier la zone par les transports magiques. Aucune issue clandestine ne pouvait subsister. Le chef du service lui-même le leur avait garanti. Il savait en outre que, de son bureau, Fawcett pouvait suivre ce qu'il se passait dans le bâtiment par l'intermédiaire du rapport de Julian Fleming. Si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, il pourrait toujours donner de nouveaux ordres. En cet instant, dans le silence le plus complet, tous les aurores attendaient le signal pour prendre la grange d'assaut. Enfin, le poignet de Harry chauffa de nouveau. Il s'élança. Les directives étaient de découper la porte le plus discrètement possible et de stupéfixer les occupants des lieux. Les 2 fenestrons de l'arrière subiraient le même sort. Avec un peu de chance, les malfaiteurs n'auraient pas le temps de sortir leurs baguettes. La découpe fut silencieuse, mais le bois claqua en heurtant le sol. Harry et Janice bondirent en arrosant les lieux de sorts paralysants. 2 silhouettes s'écroulèrent. Les 2 aurores, suivies par 4 collègues qui les couvraient, se dépêchèrent de se mettre à l'abri derrière des caisses dont ils connaissaient l'emplacement par cœur. Sans faire de bruit, ils se déployèrent pour faire la jonction avec ceux qui étaient entrés par l'autre côté. Une silhouette trapue se dressa devant Harry et un sort partit en sa direction. Il plongea pour l'éviter. Le temps qu'il se rétablisse, son agresseur avait déjà été fauché par le stupéfixe d'Owen, qui était 2 mètres derrière lui. Les 2 aurores dépassèrent l'homme à terre pour continuer leur progression. Des cris s'élevèrent et des jurons retentirent, alors que les malfaiteurs comprenaient qu'ils étaient envahis. Des sortilèges furent lancés et des bruits sourds indiquèrent que des sorts atteignaient les murs ou les caisses. Des cris de douleur marquèrent les impacts sur les corps. Vérifiant que ses collègues étaient bien déployés de part et d'autre de lui pour interdire l'accès à la porte dont il s'éloignait, Harry progressait prudemment. Il faucha un ennemi qui visait Obday à sa gauche et évita de peu un éclair jaune clair. Enfin, il parvint au centre de la grange, là où il devait attendre que l'équipe entrée par derrière le rejoigne. À la faible lueur de l'endroit, Harry vit, sur une caisse, l'ombre d'un sorcier qui avançait en position de combat. Il contourna la balle de paille derrière laquelle il avait pris position, mais, au moment même où il lançait son incantation, il leva le bras pour que son sort se perde dans le plafond. Il faisait face à Pilgrim, qui, lui aussi, avait dévié son sort. Ils échangèrent un regard, puis partirent chacun de leur côté, pour vérifier que personne ne se trouvait dissimulé dans les recoins les plus proches. À peine quelques secondes plus tard, la voix sèche de Fleming tomba du toit. « Toutes les cibles ont été stupéfixées. Ramenez-les au centre. Réparez les issues. » Pendant qu'ils s'exécutaient, poussant leurs prisonniers sans ménagement vers l'endroit désigné, Fawcett les rejoignit. « On va lever l'antitransplanage pour les emmener au ministère, » indiqua-t-il. « L'équipe numéro 1 le rétablira et sortira de là pour regagner le poste avancé à l'extérieur. Tous les autres retournent au QG. » Demelza était toujours devant le tableau espion. Si on lui signalait d'autres visiteurs, elle utiliserait le porte au loin qu'on lui avait confié pour venir prévenir ceux qui restaient en embuscade. Hertz, qui commandait l'équipe numéro 1, déciderait d'intervenir immédiatement ou d'appeler des renforts. Harry et les 3 autres aurores réparèrent la porte et les volets découpés un peu plus tôt, pendant que leurs collègues évacuaient les prisonniers. Au signal de Fawcett, Harry transplana à son tour dans l'atrium, où les fonctionnaires les plus matinaux regardaient leurs allées et venues avec intérêt.
Leurs malfaiteurs furent menés dans les salles d'interrogatoire. Harry remarqua que ceux qui les convoyaient se montraient beaucoup plus brutaux qu'à l'accoutumée. Sa conscience l'empêchait d'approuver qu'on maltraite des hommes entravés, mais lui aussi ressentait une forte animosité à leur égard, du fait de la monstruosité qu'il n'avait pas hésité à invoquer 3 semaines plus tôt. Enfin, eux ou leurs complices, admit-il. Le commandant dut faire la même constatation, car il désigna pour mener des interrogatoires des aurores expérimentés qui ne s'étaient pas trouvés pris dans le feu démon, comme pour éviter que le souvenir de l'épreuve ne fausse leur jugement. Une nouvelle attente commença pour les aurores. Vers 9 heures du matin, Demelza, qui avait terminé son quart, fut remplacé par un autre aspirant et les rejoignit. « D'après Julian, rien ne bouge à part les rats », leur indiqua-t-elle en se dirigeant vers la table où se trouvait le café. « Où ça en est ici ?»« Toujours en interrogatoire », la renseigna Harry. « On a vérifié, on a 12 itinéraires possibles en avion pour les États-Unis et le Canada aujourd'hui. » Une demi-heure plus tard, Christopher Summers, Cyprien Muldoon, Fawcett et Simon Belby sortaient des salles d'interrogatoire. « On a les renseignements sur le départ. C'est dans 5 heures. Départ de Liverpool, arrivée à Saint-Louis dans le Missouri. Pour 2 mâles. On a le signalement du passeur, » résuma Summers. Fawcett leur exposa l'opération qu'ils allaient effectuer. Selon les indications soutirées aux prisonniers, ils allaient préparer les mâles, les amener à l'aéroport de Liverpool et les livrer aux convoyeurs. Ensuite, ils prendraient le même avion que lui et feraient en sorte que tant le passeur que les destinataires soient arrêtés par les aurores américains. « Je pars pour Saint-Louis, en porte au loin dans 1 heure, pour prévenir nos collègues et organiser l'accueil des marchandises, » précisa-t-il. Il donna ensuite des ordres pour qu'une équipe aille conditionner les mâles, délivra une autorisation pour chercher du polynectar dans leurs réserves et confia les cheveux qu'il avait pris au coursier qui devait procéder à la livraison. Harry était de l'équipe qui devait préparer le chargement. Ils le composèrent selon la liste que le trafiquant responsable de l'opération avait transmise et ils métamorphosèrent les fioles, sacs et bouquets de façon à ce qu'ils ressemblent à des affaires moldues. Ils posèrent ensuite des sorts de fermeture, mais ne copièrent pas les sortilèges offensifs qu'ils avaient trouvés sur la malle saisie le mois précédent, les jugeant trop dangereux pour les moldus qui auraient à les manipuler. Une fois leur tâche accomplie, ils retournèrent au QG. À 2 heures de l'après-midi, Horatius Hipworth revint triomphant. Il avait effectué la livraison sans accroc et Clancy Pilgrim avait pu embarquer dans le même avion que le passeur. Il ne restait plus qu'à attendre l'atterrissage 10 heures plus tard, à minuit, heure de Londres. « Bon les gars, mettez-vous aux affaires courantes et restez à l'écoute au cas où l'on aurait du nouveau du côté de la grange, » ordonna le commandant. Harry en profita pour faire un saut à Sainte-Mangoustes et rendre visite à Pritchard. Le convalescent était d'excellente humeur. Le médicomage en chef lui avait assuré qu'il pourrait sortir d'ici la fin de la semaine. Harry lui raconta qu'ils avaient fait des prises intéressantes, le matin même, et qu'ils avaient mis sur pied un stratagème pour identifier au moins un des trafiquants américains. « J'espère que vous avez coincé celui qui nous a fait rôtir comme des serpents-cendres, » souhaita Pritchard. « Pour le moment, non. Mais Fawcett nous a dit que ceux qui nous donneraient les noms ne seraient pas jugés pour complicité pour cet acte-là, contrairement au reste de la bande. »« Ça ne suffira pas, » indiqua Pritchard. « Vu ce qu'ils encourent déjà pour leur trafic, ce n'est pas déterminant, il faudrait promettre une peine divisée par 2, pour le moins. » Avant de retourner au travail, Harry s'arrangea pour parler en privé à l'épouse de son partenaire. « Il m'a annoncé qu'il sortait cette semaine, » commença Harry. « Oui, enfin !» se réjouit-elle. « Il sera mieux chez nous, même s'il a été très bien soigné ici. N'hésitez pas à venir le voir. »« Je n'ai pas l'intention d'arrêter, » lui assura Harry. « Qu'ont dit les médecins sur sa capacité à reprendre le travail ? » Quand Stanislas leur pose la question, ils répondent toujours qu'on verra plus tard. Je pense qu'ils ne croient pas qu'il en sera capable un jour. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais au niveau des jambes, cette abomination l'a rongé jusqu'à l'os. Je ne sais pas s'il pourra un jour remarcher comme avant. Harry ne put répondre, la gorge trop serrée pour laisser échapper un seul son.
Mrs. Pritchard lui prit la main et lui assura. « Il est vivant, c'est l'essentiel. Sans vous, il ne serait plus parmi nous. » Elle le considéra gravement. « Je vous en serai toute ma vie reconnaissante, » ajouta-t-elle d'une voix convaincue. « Ce sera un crève-cœur pour lui s'il ne peut reprendre son poste, » objecta Harry. « Il finira par l'accepter, il a 2 enfants à élever et bien des choses à faire de sa vie. Vous nous avez préservé ce qui compte le plus. » Malgré son inquiétude pour son coéquipier, Harry se sentit réconforté à l'idée que son expérience ait permis d'éviter 2 orphelins et une veuve supplémentaire. Il sourit faiblement à Mrs. Pritchard. « Je dois vous laisser maintenant, mais comptez sur moi pour revenir bientôt. » Il n'y eut rien de nouveau dans le cours de l'après-midi. Pour ne pas angoisser davantage Ginny, Harry rentra chez lui pour dîner et dormir, mais fut de retour au ministère très tôt le lendemain matin. « Alors ?» demanda-t-il à Seamus et Angelina, qui prenaient une tasse de café matinal à son arrivée. « Ça a marché du tonnerre !» répondit Angelina avec enthousiasme. « Ils ont suivi le passeur jusqu'à la cheminée qu'il a empruntée dans un bar sorcier à Saint-Louis. Avec le ministère de la magie américain, ils ont tracé son itinéraire et ont arrêté 5 hommes. Fawcett est rentré, les laissant mener l'enquête chez eux. Ici, les prisonniers ont été extraits de leurs cellules. Et Plum Tom et Duckworth sont en train de les interroger de nouveau. » Dans le courant de l'après-midi, il y eut une alerte émanant de leur espion en 2 dimensions. En 10 minutes, le sortilège anti-transplanage était en place et les 20 aurores qui avaient été réquisitionnées s'apprêtèrent à investir la grange. Mais les 2 trafiquants présents ne se laissèrent pas cueillir sans résister. Ils tentèrent une sortie en arrosant leurs assaillants de maléfices. Alicia Spinnet s'effondra en hurlant. Son partenaire Ian Plumtom faucha le responsable d'un sort verdâtre qui ne figurait pas dans le manuel. Le second malfaiteur mit à mal Angelina et son coéquipier Richard Willbeloved avant d'être immobilisé, à quelques mètres seulement de la limite qui lui aurait permis de transplaner par 2 stupéfixes venant de Harry et Hilliard Hobday. « On est nuls !» grogna Janice, qui se trouvait près de Harry. « Même pas capable d'agir en groupe de façon concertée !» Harry ne lui prêta pas attention. Il se rua sur Angelina qui était à terre, en position fétale, s'imaginant avec effroi devoir apprendre à George une funeste nouvelle. « Angie, ça va ?» Elle respirait de façon saccadée, et le regard qui croisa celui affolé de Harry était empli de douleur. « Je l'évacue !» cria Harry à la cantonade. Il prit sa belle-sœur dans ses bras et sortit le plus rapidement possible du périmètre sécurisé pour transplaner à Sainte-Mangouste. « Un guérisseur, vite !» hurla-t-il une fois dans le hall d'accueil de l'établissement. Il entendit des pops de transplanage derrière lui, alors que les autres blessés étaient amenés par ses collègues. Les médicomages agirent avec promptitude et, une demi-heure plus tard, Harry se retrouva dans la salle où il avait été soigné 1 mois auparavant. Cela faisait 3 semaines que Pritchard avait été transféré dans une autre chambre et Harry trouva de mauvais augure de s'y rendre de nouveau. Angelina ne souffrait plus, mais semblait vidée de ses forces. « Repose-toi bien, » lui dit Harry en lui tenant la main. « Tu as un mari et un petit garçon qui t'attendent à la maison. »« Dis-leur que je n'ai rien, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas que George s'inquiète. Comment va Alicia ? Et Richard ?» Harry regarda autour de lui. Alicia dormait, la tête enrubannée dans de la gaze, et Willbeloved, l'épaule bandée, parlait avec Hilliard Hobday. « Ils ont l'air d'aller bien, » assura Harry. « Laisse-toi aller, on s'occupe du reste. » Elle lui sourit et s'abandonna sur ses oreillers. Harry fit le tour des autres lits pour se rassurer, lui aussi, puis indiqua à Hobday qu'il allait prévenir le mari d'Angelina. Quand il poussa la porte du magasin des frères Weasley, il fut accueilli par Héloïse. « Bonjour, Harry !» lui lança-t-elle avant de voir son visage fermé. « Owen ?» s'inquiéta-t-elle en portant la main à son cœur, comme pour l'empêcher de lui faire défaut. « Il va bien, » la rassura-t-il. « C'est Angie, mais rien de grave. » Encore sous le choc, elle lui montra du doigt l'arrière-boutique et Harry s'y rendit pour parler à George.
Celui-ci leva les yeux en l'entendant arriver, avant de perdre toutes ses couleurs en déchiffrant son expression. « Juste un petit sort, » dit précipitamment Harry. « Ils l'ont gardée en observation à Sainte-Mangouste, mais elle sortira sans doute demain. Elle s'inquiète pour toi plus qu'autre chose. » George, défait, resta sans réaction, et Harry se demanda ce qu'il devait dire pour apaiser son angoisse. Heureusement, Ron, qu'il n'avait pas remarqué tellement son attention s'était focalisée sur George, vint se placer devant son frère qu'il prit par les épaules. « Ne fais pas cette tête-là, » lui dit-il doucement. « Ils vont te garder toi aussi à l'hôpital sinon. »« Je demanderai un grand lit alors, » fit courageusement George. Harry soupira de soulagement. Quand les Weasley plaisantaient, c'est qu'ils arrivaient à surmonter leurs épreuves. « Je dois y retourner, » leur indiqua-t-il. « Si vous avez Ginny, pensez à lui dire que je vais bien. » « Avec votre enquête en cours, tu vas la faire accoucher prématurément, » grogna Ron. « Si on a des adeptes de magie noire dans tout le pays, cela ne la rendra pas plus tranquille, » riposta Harry. Ron leva les mains en signe de reddition. « Désolé, tu as raison. Il faut bien que quelqu'un fasse ce boulot, et tant qu'à faire, que ce soit les meilleurs, » s'excusa-t-il. Harry lui fit un sourire d'apaisement et repartit au ministère. Il leur fallut 2 jours supplémentaires pour que leurs prisonniers se mettent à table, mais ils finirent par craquer et donner des noms et des lieux qui permirent aux aurores de faire des coups de filet et acculer ceux qui leur échappaient encore. Ceux qu'ils tentèrent d'arrêter résistèrent, et 2 autres aurores se retrouvèrent à Sainte-Mangouste, faisant monter d'encore un cran la tension au QG. Par contre, Anthony Goldstein revint travailler, ayant recouvré pratiquement toute la mobilité de ses mains. Enfin, un sorcier les appela après avoir découvert des ballots suspects dans les dépendances de son manoir. Ils saisirent ainsi 50 kilos de produits illicites supplémentaires. « Ils utilisent les transports moldus, » analysa Fawcett. « Mais leurs entrepôts sont dans le monde sorcier, ce qui leur permet de profiter du réseau de cheminettes. On les a durablement désorganisés en découvrant leurs 2 caches principales et leurs points de chute de secours, et en arrêtant une partie de leurs membres. Il faut continuer à leur mettre la pression pour qu'ils n'aient pas le temps de se ressaisir. » Comme Pritchard l'avait conseillé, Fawcett proposa des remises de peine partielles à ceux qui leur donneraient des renseignements, et 3 semaines après l'attaque de la grange, l'arrestation de plusieurs responsables leur permit enfin d'obtenir le nom et l'adresse de celui qui coordonnait toute l'opération. Ils encerclèrent un manoir élisabétain le matin suivant à l'aube. Une fois de plus, Harry se trouvait dans une position particulièrement exposée. Il se demanda fugacement si son commandant ne le croyait pas invulnérable à tous les sortilèges, comme il l'avait été au sort de Voldemort. Puis il espéra qu'il ne prouverait pas le contraire dans un futur proche. Il avait encore en tête le regard de Ginny quand elle l'avait vu se préparer pour l'expédition. Il l'avait embrassée sans mot dire, ne sachant comment apaiser son angoisse légitime. Il avait également caressé son ventre distendu, muette promesse à son enfant qu'il reviendrait pour s'occuper de lui. Harry chassa sa famille de ses pensées pour se concentrer sur ce qui l'attendait. Selon la séquence qui commençait à être bien rodée désormais, il appliqua le sort d'anti-transplanage au signal de sa gourmette, découpa la porte d'entrée et s'élança en arrosant le lieu de stupéfixe couvert par Owen à sa droite et Clancy Pilgrim à sa gauche. Il n'y eut aucune riposte. Ethan Oglethorne, officiellement directeur du laboratoire de potions de Sainte-Mangouste, membre du conseil de la guilde des herboristes, n'eut même pas le temps de bouger de son lit. Lui et sa femme s'y retrouvèrent immobilisés en bonne et due forme. Harry, Pilgrim et Muldoon saucissonnèrent leurs prisonniers, tandis que Janice et Primrose Duckworth surveillaient son épouse qui s'habillait dans la salle de bain pour les suivre au ministère. De leur côté, Angelina complètement remise et Vicky Frobisher tentaient de rassurer les enfants du couple et se renseigner sur d'éventuels parents chez lesquels elle pourrait les déposer. Cette journée-là, un vif sentiment de victoire prévalut au QG des Aurores. Même s'il restait des arrestations à effectuer, ils avaient enfin l'impression d'être venus à bout de cette bande de malfaiteurs qui leur donnait du fil à retordre depuis des mois, qui avaient tué l'un des leurs et blessé plusieurs autres. En outre, ils avaient eu le nom et avaient appréhendé celui qui avait lancé le feu démon quelques jours auparavant. Ils savaient que justice serait rendue.
Il leur fallut plusieurs jours de plus pour procéder aux dernières arrestations et soutirer des renseignements pour permettre à leurs collègues étrangers d'éradiquer totalement le trafic. Enfin, ils transmirent le dossier au Magen Mago pour la suite des poursuites judiciaires. Quand tout fut terminé, Fawcett les rassembla. « Tout d'abord, je voudrais vous informer que désormais, les demandes de vacances seront de nouveau acceptées. » Toute la brigade éclata de rire. Aucun d'entre eux n'avait sollicité de congé depuis que leurs camarades avaient affronté le feu magique, à l'exception de Kevin Whitby, qui avait pris une journée quand son épouse avait accouché la semaine précédente. « Comme vous, je suis très satisfait en pensant à tous ceux qui sont désormais derrière les barreaux. Ils nous ont montré qu'ils étaient dangereux et sans scrupules, et je suis rassuré de les savoir hors d'état de nuire. » Des exclamations satisfaites firent écho à cette déclaration. « Cette victoire nous a coûté cher. Nous avons payé ces arrestations de notre chair et de notre sang. Toutes nos pensées vont à Patrick Alderton, à sa veuve et à son petit garçon. J'ai remis à Hélène Alderton le produit de la quête à laquelle vous avez tous participé. Elle m'a demandé de vous remercier pour la générosité dont vous avez fait preuve et de vous dire à quel point elle a été touchée par votre geste. Vous n'ignorez pas qu'on n'a pas pu faire repousser les 2 doigts que Nat Proudfoot a perdus la semaine dernière. Nous serons la semaine prochaine, s'il peut encore tenir une baguette. » Seamus Finnegan, le partenaire de Proudfoot, laissa échapper un grognement. Fawcett laissa passer un silence, puis reprit. « Certains d'entre vous, face à un danger particulièrement périlleux, ont fait preuve d'un esprit d'initiative et d'un courage qui doit être salué. Kingsley Shacklebolt, le ministre de la Magie, viendra demain leur remettre la médaille de la bravoure. » Harry, Alicia, Owen, Michael Corner et Hilliard Hobday se firent acclamer par leurs camarades. « D'ici 3 à 4 semaines, nous aurons à témoigner au procès. En attendant, tâchez de vous reposer et de récupérer de ces semaines difficiles. Les gardes seront allégés les 15 prochains jours. Profitez-en. » Harry rangeait rapidement son bureau avant de passer chez Pritchard quand Demelza Robbins l'alpaga. « Harry, nos examens sont dans 2 mois. Tu nous entraînes, dis. »« Hein ? Je ne sais pas. S'il te plaît, juste le samedi matin, ne nous laisse pas tomber. »« Bon, je vais voir. »« Potter !» et la Fawcett de son bureau. « Pardon, Demelza, je dois y aller. » se sauva Harry. « On compte sur toi samedi, hein ?» affirma-t-elle dans son dos. « Oui, commandant ?»« Entre et ferme la porte, » lui répondit son chef. Harry obéit en notant que Hilliard Hobday se trouvait dans la pièce. Celui-ci n'avait pas son air de bonhomie habituel et l'atmosphère était tendue. « Hilliard refuse de recevoir une médaille pour avoir combattu le feu démon, » exposa Fawcett. Harry marqua son étonnement. « Hein ? Pourquoi ? » demanda-t-il ébahi. « Si tu n'étais pas venu, j'aurais baissé les bras, » explique Hobday, les dents serrées. « Je les aurais tous laissés griller. » Harry revit son collègue les yeux exorbités, désespérant de ne rien faire pour ses camarades prisonniers de la fournaise, le contraignant à prendre lui-même la tête des opérations. Il se demanda ce qu'il pouvait dire pour le convaincre qu'il n'avait pas pour autant démérité. « Si je m'étais trouvé comme toi, seul devant la porte, je n'aurais rien pu faire non plus, » assura-t-il après réflexion. « Chacun de nous a joué son rôle et a permis de sauver les autres. Si tu étais resté dehors, on n'y serait pas arrivé. » Hobday le sonda du regard, comme pour déterminer si les paroles de son jeune collègue étaient sincères ou seulement prononcées pour le convaincre. « Tu te rappelles le mal qu'on a eu pour leur faire passer le mur de flammes ?» évoqua Harry. « Tu crois qu'on aurait réussi si tu n'avais pas été là ?» Harry vit le regard d'Hobday changer et son menton se redresser. Il y eut un silence pendant que Fawcett et Harry attendirent le verdict, sans oser prononcer un mot. « Si c'est ce que tu penses, » finit par dire l'Aurore Senior. « Tu ne vas pas nous obliger à renoncer à notre médaille, » insista Harry.
Moi qui comptais dessus pour compléter ma collection. Obdé se détendit et sourit en réponse à la boutade. C'est bon, tu as gagné, j'arrête de jouer mon empêcheur de tourner en rond. Il les salua d'un signe de tête et quitta la pièce. Bien joué, Potter, fit simplement Fawcett. J'ai juste dit ce que je pensais, précisa Harry. Il fallait que ce soit toi qui le lui dise, lui assura son chef. Harry émit un peu convaincu, avant de prendre congé pour rentrer chez lui. Au dîner, Harry rapporta la fin officielle de l'enquête à Ginny, qui s'en montra très heureuse. « Je vais enfin pouvoir te voir partir le matin sans me demander si tu rentreras le soir, » soupira-t-elle d'un ton soulagé. On les a tous bien coincés cette fois. Et avec nos prises, on a du boulot pour Bill et ses copains briseurs de sorts. Tout le monde est content, et notre bonheur sera complet quand tu te seras enfin décidé à partager notre petit trésor avec moi, termina-t-il en se penchant pour embrasser la sphère qui tenait lieu de ventre à sa femme. « Oh, tu crois que je fais exprès de le garder pour moi ? Tu veux prendre ma place et devenir une citrouille de concours ? » « Tu es une très jolie citrouille de concours, » assura Harry. « Moi, je te donne le premier prix sans hésiter. » « Fantastique ! J'aurais l'air malin avec un ruban rouge. Tu ne sais toujours pas que cela jure avec ma couleur de cheveux. » « Mais ce n'est pas au niveau des cheveux que tu es grosse, » observa Harry. Ginny, qui savait faire la part entre la maladresse de son mari et son sens de l'humour, éclata de rire et conclut. « Bon, je vais dire au bébé que son père l'attend avec impatience. Cela le fera peut-être venir. » Le lendemain, à 10h, Pritchard arriva au QG, lourdement appuyé sur l'épaule de sa femme. Harry n'en fut pas surpris car son ancien partenaire l'avait prévenu la veille qu'il avait été convié à la remise des médailles. Aux expressions bouleversées de ses collègues, il réalisa cependant que le blessé avait beaucoup changé. Lui-même était allé le visiter presque tous les jours et l'avait vu progressivement maigrir, puis marcher d'un pas chancelant. Pour ceux qui ne l'avaient pas aperçu depuis le jour de l'incendie, il n'était plus que l'ombre de lui-même. L'ambiance devint conviviale tandis que Fawcett installait au fond de la pièce un buffet avec des jus de fruits et des crackers. Enfin, Kingsley Shacklebolt arriva. Il fit le tour de toutes les personnes présentes, ayant un mot pour chacun d'eux. « Je me suis laissé dire que tu avais fait du bon travail, » dit-il à Harry quand il fut à sa hauteur. Harry connaissait Kingsley depuis suffisamment de temps pour ne pas se sentir gêné par le compliment. « Je suis heureux que mon expérience ait pu être utile, » répondit-il. « Certains se seraient reposés sur leur laurier. Toi, tu as su mettre tes talents au service de tous. » L'exemple venait de haut, affirma Harry. « Je serais très honoré si tu étais aussi satisfait de mon office que je le suis du tien. » Ils échangèrent un sourire complice. « Je ne t'ai pas félicité pour ton imminente paternité, » fit remarquer le ministre. « Salue bien Ginny de ma part. » Il passa ensuite à Owen qui se trouvait à côté. Harry n'entendit pas ce qu'ils se dirent, mais son ami en fut manifestement très fier, et il arborait un air de contentement quand Kingsley alla parler à Alicia Spinnet. On demanda ensuite aux héros de se mettre en rang pour recevoir leur trophée. Pendant que le ministre faisait un discours de circonstance, Harry réalisa qu'il était réellement heureux de se voir attribuer cette médaille. La soirée où il avait reçu son ordre de Merlin première classe avait été un cauchemar. On l'avait obligé à remettre lui-même celle que les combattants de Poudlard et ceux qui s'étaient particulièrement illustrés durant l'année des ténèbres avaient gagné. Il avait détesté ce moment. En outre, il n'avait pas encore assez de recul avec la difficile année écoulée pour se satisfaire sans arrière-pensée de sa victoire. Il n'en était pas de même cette fois-ci. Même s'il ressentait douloureusement les dégradations de Pritchard et la mort d'Alderton, il se félicitait de sa rapidité d'action
et de l'expédition qu'il avait menée pour sauver Janice et ses autres collègues. Il avait aussi poussé ses camarades à combattre le fléau et avait préservé des hectares de forêt. Quand le ministre de la Magie épingla la médaille de la bravoure sur sa robe, Harry plongea ses yeux dans les siens et se permit de laisser voir sa fierté. Le vendredi soir suivant, Demelza lui lança en partant. « On se retrouve demain matin, hein, Harry ?» En arrivant dans la salle d'entraînement, Harry eut une petite surprise. Il s'attendait à ne voir que la promotion d'aspirants venus travailler avant leurs examens du mois d'août. Ils étaient bien là. Mais il y avait en prime ses propres camarades qui avaient dû se dire qu'un peu d'exercice ne leur ferait pas de mal. À eux, s'étaient en outre joints les anciens membres de l'AD. Harry ouvrit de grands yeux en découvrant la bonne douzaine de personnes qui se bousculaient dans l'espace, qui n'étaient pas conçues pour recevoir autant de combattants à la fois. Il réalisa qu'il ne pouvait pas s'occuper de tout le monde avec autant d'efficacité qu'il l'aurait voulu. Il décida qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit le seul à être mis à contribution. Bien. Que les aurores titulaires se rapprochent des aspirants pour vérifier qu'ils s'y prennent correctement. On est venu pour s'entraîner, pas pour s'occuper des bébés, protesta Simus. Ce n'était pas le moment d'agacer Harry. Si tu veux revenir un autre jour, ne te gêne pas. Aujourd'hui, on entraîne ceux qui ont des examens dans 2 mois. Simus haussa les épaules et se le tint pour dit. Une fois les consignes données, Harry passa de groupe en groupe pour vérifier que les plus jeunes étaient correctement encadrés par les plus expérimentés. Il savait aussi qu'en tant que survivant, ses conseils et ses mots d'approbation avaient un poids supplémentaire. Il songea cependant que le lieu n'était pas adapté au nombre de participants. De plus, s'il pouvait apprendre les bases, Patronus, duel face à face, il leur manquait les obstacles et accidents de terrain des combats réels comme ceux auxquels ils avaient dû faire face les semaines précédentes. Il exposa sa conclusion à Owen et Angelina quand la séance fut terminée. « Tu devrais demander à Fawcett de nous trouver un autre endroit, » suggéra Owen. « Ce n'est pas un entraînement officiel, » opposa Harry. « S'il te donne un lieu, cela le deviendra, » fit remarquer Angelina. C'est ainsi que Harry alla frapper à la porte de son commandant le lundi matin pour requérir un lieu plus adapté aux cours qu'il dispensait par la force des choses. Fawcett ne sembla pas étonné par la popularité des entraînements dirigés par Harry. « C'est vrai que nous avons tendance à rester sur nos acquis et cela nous a été fatal. Avant, il y avait des sessions de combat régulières pour tout le corps. On allait en forêt pour ça. Je ferai réactiver les sortilèges repousses moldus du site en question. Ce sera fait pour samedi. » Le vendredi matin, une affiche sur le panneau d'information du QG indiquait l'heure et le lieu où se déroulerait l'entraînement sous la direction de Harry Potter. Celui-ci comprit immédiatement ce qui allait lui tomber dessus et fonça vers le bureau de Janice. « J'ai besoin de toi, » commença-t-il. « Comment ça ?»« J'ai besoin de ton expérience pour organiser des cours multiniveaux en duel et contre maléfices. »« Ah, ça !» fit-elle en tournant la tête en direction de l'affiche. « Ouais, je me suis encore fait avoir, » dut-il reconnaître. « Indique-moi ce que tu comptes faire travailler, et je te ferai une proposition de programme. »« Tu viendras aussi ?» supplia-t-il. « Je ne peux pas tout diriger tout seul, et puis il n'y a que toi qui puisses nous montrer comment agir en groupe de façon concertée. » À son sourire, il vit qu'il l'avait touché au point sensible. « Je ne manquerai ça pour rien au monde !» affirma-t-elle d'un ton qui augurait de dures séances de travail. Il avait vu juste. Une vingtaine de personnes se présentèrent sur le terrain, soit presque la totalité du corps des aurores. Il y avait tous les aurores entrés après la guerre, ainsi que les plus jeunes de l'ancienne génération. Cela comprenait Christopher Summers et Clancy Pilgrim, qui avaient fui à la campagne plutôt qu'obéir aux directives du gouvernement des ténèbres. Primrose Duckworth, la partenaire de Michael Corner, Albert Hertz, celui de Janice, Ian Plumpton et Richard Willbeloved, qui faisait équipe avec Alicia et Angelina. Fawcett ne se présenta pas, ce que Harry ne regretta pas,
car il ne se voyait pas s'imposer à lui comme formateur. Harry et Janice s'étaient donné rendez-vous une demi-heure plus tôt pour se mettre d'accord. Les seniors se virent placés sous la responsabilité de l'ancienne championne du duel, et Harry s'occupa des autres, en reprenant l'organisation de la fois précédente. Il veilla cependant à ce que, pendant la dernière heure, les aspirants s'entraînent de façon autonome, tandis que les anciens membres de l'AD et lui-même se faisaient former par Janice. Il découvrit en elle un chef intransigeant, et c'est d'une voix épuisée qu'il signifia la fin de l'entraînement.